Bonsoir, c'est Van Geek pour la lecture de Hugo Lomkiri. Je continue, troisième partie. Voilà où on en est. Ursus admirait Homo. On admire près de soi, c'est une loi. Être toujours sourdement furieux, c'était la situation intérieure d'Ursus et gronder était sa situation extérieure. Ursus était le mécontent de la création. Il était dans la nature celui qui fait de l'opposition. Il prenait l'univers en mauvaise part. Il ne donnait de satisfecit à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Faire le miel n'absolvait pas l'abeille de piquer, une rose épanouie n'absolvait pas le soleil de la fièvre jaune et du vomito negro. Il est probable que dans l'intimité, Ursus faisait beaucoup de critiques à Dieu. Il disait: évidemment, le diable a ce ressort, et le tort de Dieu, c'est d'avoir lâché la détente. Il n'approuvait guère que les princes, et il avait sa manière à lui de les applaudir. Un jour que Jacques II donna en don à la Vierge d'une chapelle catholique irlandaise une lampe d'or massif, Ursus, qui passait par là avec Homo, plus indifférent, éclata en admiration devant tout le peuple et s'écria: il est certain que la Sainte Vierge a bien plus besoin d'une lampe d'or que le petit enfant que voilà pieds nus n'ont besoin de souliers. Il est certain que la Sainte Vierge a bien plus besoin d'une lampe d'or que les petits enfants que voilà pieds nus n'ont besoin de souliers. De telles preuves de sa loyauté et l'évidence de son respect pour les puissants établis ne contribuèrent probablement pas peu à faire tolérer par les magistrats son existence vagabonde et sa mésalliance avec un loup. Il laissait quelquefois le soir, par faiblesse amicale, Homo se détirer un peu les membres et errer en liberté autour de la cahute. Le loup était incapable d'un abus de confiance et se comportait en société, c'est-à-dire parmi les hommes, avec la discrétion d'un caniche. Pourtant, si l'on eut affaire à des alcades de mauvaise humeur, cela pouvait avoir des inconvénients. Aussi Ursus maintenait-il le plus possible l'honnête loup enchaîné. Au point de vue politique, son écriteau sur l'or, devenu indéchiffrable et d'ailleurs peu intelligible, n'était autre chose qu'un barbouillage de façade et ne le dénonçait point. Même après Jacques II et sous le règne respectable de Guillaume et Marie, les petites villes des comtés d'Angleterre pouvaient avoir rôdé paisiblement sa carriole. Il voyageait librement d'un bout de la Grande-Bretagne à l'autre, débitait ses philtres et ses fioles, faisait de moitié avec son loup ses momeries de médecin de carrefour, et il passait avec aisance à travers les mailles du filet de police tendu à cette époque par toute l'Angleterre pour éplucher les bandes nomades et particulièrement pour arrêter au passage les comprachicos. Du reste, c'était juste. Ursus n'était d'aucune bande. Ursus vivait avec Ursus, tête à tête de lui-même avec lui-même, dans lequel un loup fourrait gentiment son museau.
L'ambition d'Ursus eût été d'être Caraïbe, ne le pouvant, il était celui qui est seul, le solitaire est un diminutif du sauvage accepté par la civilisation, ou est d'autant plus seul qu'on est errant. De là son déplacement perpétuel. Rester quelque part lui semblait de l'apprivoisement. Il passait sa vie à passer son chemin. La vue des villes redoublait en lui des broussailles, des halliers, des épis et des trous dans les rochers. Son chez lui était la forêt. Il ne se sentait pas très dépaysé dans le murmure des places publiques, assez pareil au brouhaha des arbres. La foule satisfaisait dans une certaine mesure le goût qu'on a du désert. Ce qui lui déplaisait dans cette cahute, c'était qu'elle avait une porte et des fenêtres et qu'elle ressemblait à une maison. Il eût atteint son idéal s'il eût pu mettre une caverne sur 4 roues et voyager dans un antre. Il ne souriait pas, nous l'avons dit, mais il riait, parfois fréquemment même, d'un rire amer. Il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus. Sa grande affaire était de haïr le genre humain. Il était incapable dans cette haine. Sa grande affaire était de haïr le genre humain. Il était implacable dans cette haine. Ayant tiré à clair ceci que la vie humaine est une chose affreuse, ayant remarqué la superposition des fléaux, les rois sur le peuple, la guerre sur les rois, la peste sur la guerre, la famine sur la peste, la bêtise sur le tout, ayant constaté une certaine quantité de châtiment dans le seul fait d'exister, ayant reconnu que la mort est une délivrance, quand on lui amenait un malade, il le guérissait. Il avait des cordiaux et des breuvages pour prolonger la vie des vieillards. Il remettait les cul-de-jatte sur leurs pieds et leur jetait ce sarcasme. Te voilà sur tes pattes. Puisses-tu marcher longtemps dans la vallée de larmes? Quand il voyait un pauvre mourant de faim, il lui donnait toutes les liards qu'il avait sur lui en grommelant. Vis, misérable, mange, dure longtemps. Ce n'est pas moi qui abrégerai ton bagne. Après quoi il se frottait les mains et disait: Je fais aux hommes tout le mal que je peux. Les passants pouvaient, par le trou de la lucarne de l'arrière, lire au plafond de la cahute cette enseigne écrite à l'intérieur, mais visible du dehors, et charbonnée en grosses lettres. Ursus, philosophe. Chapitre 2. Les comprachicos. Qui connaît à cette heure le mot comprachicos et qui en sait le sens? Les comprachicos ou les comprapequenos étaient une hideuse et étrange affiliation nomade, fameuse au XVIIe siècle, oubliée au XVIIIe siècle, ignorée aujourd'hui. Les comprachicos sont comme la poudre de succession. Un ancien détail social caractéristique, ils font partie de la vieille laideur humaine pour le grand regard de l'histoire qui voit les ensembles. Les comprachicos se rattachent à l'immense fait esclavage. Les comprachicos se rattachent à l'immense fait esclavage. Joseph vendu par ses frères est un chapitre de leur légende.
Les comprachicos ont laissé trace dans la législation pénale d'Espagne et d'Angleterre. On trouve ça et là, dans la confusion obscure des lois anglaises, la pression de ce fait monstrueux, comme on trouve l'empreinte du pied d'un sauvage dans la forêt. Comprachicos, de même que comprapequeños, est un mot espagnol composé qui signifie les achète petits. Les comprachicos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en débordaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants? Des monstres? Pourquoi des monstres? Pour rire? Le peuple a besoin de rire. Les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin. Il faut au Louvre le bouffon. L'un s'appelle Turlupin, l'autre Triboulet. Les efforts de l'homme pour se procurer de la joie sont parfois dignes de l'attention du philosophe. Qu'ébauchons-nous dans ces quelques pages préliminaires? Un chapitre de plus terrible des livres du livre qu'on pourrait intituler l'exploration des malheureux par les heureux. Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, cela a existé. Cela existe encore aujourd'hui. Aux époques naïves et féroces, cela constitue une industrie spéciale. Le XVIIe siècle, dit grand siècle, fut de ces époques. C'est un siècle très byzantin. Il eut la naïveté corrompue et la férocité délicate, variété curieuse de civilisation. Un tigre faisant la petite bouche. Madame de Sévigné minaude à propos du bûcher et de la roue. Ce siècle exploita beaucoup les enfants. Les historiens flatteurs de ce siècle ont caché la plaie, mais ils ont laissé voir le remède. Vincent de Paul. Pour que l'homme hochette réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là un art. Il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance, on pétrissait la physionomie. Cette production artificielle de cas tératologiques avait ses règles. C'était toute une science, qu'on s'imagine d'une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu a mis le regard, cet art mettait le strabisme. Là où Dieu a mis l'harmonie, on mettait la difformité. Là où Dieu a mis la perfection, on rétablissait l'ébauche. Et aux yeux des connaisseurs, c'était l'ébauche qui était parfaite. Il y avait également des reprises en sous-œuvre pour les animaux. On inventait les chevaux pis, Turenne, montant un cheval pis. De nos jours, ne peint-on pas les chiens en bleu et en vert? La nature est notre canevas. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. L'homme retouche la création parfois en bien, parfois en mal. Le bouffon de cour n'était pas autre chose qu'un essai de ramener l'homme au singe. Progrès en arrière, chef-d'œuvre à reculons. En même temps, on tâchait de faire le singe homme. Barbe, duchesse de Cleveland et comtesse de Southampton avait pour page un sapajou. Chez François Sutton, baronne Dudley, 8e Pairesse au banc des barons, le thé était servi par un babouin vêtu de brocart d'or que Lady Dudley appelait mon nègre. Catherine Sidley, comtesse de Dorchester, allait prendre séance au Parlement dans un carrosse
harmonisé derrière lequel se tenaient debout, museau au vent, 3 papillons en grande livrée. Une duchesse de Medina Coeli, dont le cardinal Paulus vit le lever, se faisait mettre ses bas par un orang-outan. Ces singes montaient en grade, faisant contrepoids aux hommes brutalisés et bestialisés. Cette promiscuité, voulue par les grands hommes de l'homme et de la bête, était particulièrement soulignée par le nain et le chien. Le nain ne quittait jamais le chien, toujours plus grand que lui. Le chien était le bini du nain. C'était comme 2 colliers accouplés. Cette juxtaposition est constatée par une foule de monuments domestiques, notamment par le portrait de Jeffrey Hudson, nain de Henriette de France, fille de Henri IV, femme de Charles Ier. Dégradé, l'homme mène à la